Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats d'une recherche que j'ai réalisée avec Marie-Ève Clément, avec le soutien aussi d'assistantes de recherche, 2 assistantes de recherche, entre autres, qui est Myriam Paquette puis Mariana Fernandez, qui m'ont aidé beaucoup avec le volet pour documenter les effets de la grève. Mais avant de parler des effets spécifiquement de la grève sur le développement des enfants, puis de la fermeture des établissements scolaires dans ce contexte-là, on va faire un petit détour pour aller voir quels ont été les contextes et les conséquences de la pandémie sur le développement des enfants et sur les familles. Alors, pour mettre la table, il faut commencer par comprendre que quand on parle de contexte de négligence, quand on parle de répondre aux besoins des enfants, c'est une mission qu'on se donne de façon collective. Et ça, on le comprend depuis quand même plusieurs années, surtout depuis le modèle écologique de Bronfenbrenner, où on s'est dit, ben OK, pour répondre aux besoins des enfants, ça prend une famille, mais ça prend aussi des gens qui soutiennent cette famille-là. Donc, ça prend tout un réseau beaucoup plus large. Donc, on va compter sur des choses comme, et là, attendez, pour être sûr que mon clic fonctionne. On avance trop vite, j'essaie de faire fonctionner l'animation dans la PowerPoint, ce qui devrait, ce qui fonctionnait tantôt et qui là, si je clique, vous ne voyez pas apparaître, hein? Ah oui, je viens de trouver, désolée. OK, donc on sait depuis plusieurs années qu'une famille toute seule ne peut pas répondre aux besoins des enfants. Donc, on a mis en place des réseaux autres pour soutenir cette réponse-là. On a des systèmes de santé, on a un système scolaire, on a un système parascolaire de loisirs où là, nos enfants vont être amenés à participer à des choses qu'ils n'auraient pas nécessairement fait dans leur environnement familial. On a des services spécialisés pour nos enfants qui en auraient besoin, des services de consultation. Puis, il y a tout un réseau aussi de pairs, de pairs, donc d'amis des enfants qui se met en place, mais de soutien aussi auprès de la famille, plus informel. Puis, on sait que c'est tout ce réseau-là ensemble qui va permettre de répondre aux besoins des enfants. On sait aussi que cette réponse-là, elle va être sur un continuum. Donc, elle peut être optimale, où on arrive à répondre à tous les besoins des enfants, et là, notre enfant se développe là, pour le meilleur, mais elle peut être aussi à l'autre bout du continuum, et c'est là qu'on parle de négligence. C'est quand on retrouve une réponse qui ne permet pas de répondre de façon suffisante aux besoins des enfants, et ça vient compromettre le développement ou la sécurité des enfants. Quand on parle de réponse aux besoins des enfants, il y a 3 catégories de réponses qu'on documente généralement. Il y a des besoins qui sont des besoins de base, c'est-à-dire des besoins de nourriture, des besoins de soins médicaux, des besoins de logement, des besoins de vêtements. Il y a une autre catégorie qu'on appelle la catégorie supervision. Des fois, on l'appelle la catégorie sécurité. C'est de s'assurer que notre enfant va grandir dans un contexte qui est sécuritaire, qu'il est surveillé, que son milieu est stable. Puis, s'il y a une difficulté à assurer ça, bien là, on se trouve dans une négligence de supervision. Puis, la sécurité de notre enfant est compromise. Et finalement, excusez, j'ai oublié le dernier, la dernière dimension, c'est la dimension affective cognitive. Et ça, c'est toute l'offre de stimulation, d'affection, d'encouragement, qui sont des éléments qui vont permettre à l'enfant de se développer de façon positive dans son environnement. Et pour tous ces 3 besoins-là, bien, on va demander aux parents de répondre en partie à ces 3 besoins-là, mais on va aussi se fier sur le réseau plus large pour assurer cette réponse-là aux besoins des enfants. Avec la pandémie, on a vécu pour une des premières fois dans l'histoire des gens qui sont vivants, présentement à peu près, un contexte où nos enfants se sont retrouvés très isolés. Toutes les structures autour des enfants, peu à peu avec la pandémie, se sont refermées pour qu'au final, il reste juste l'enfant et sa famille. Et là, tout à coup, on se retrouvait dans une situation où la famille devait porter la réponse aux besoins des enfants à elle seule.
Donc, les hôpitaux étaient fermés, les écoles étaient fermées. Ouais, les hôpitaux n'étaient pas fermés, mais les familles n'ont pas fait, par exemple, les suivis comme pour la vaccination. On est allé vers seulement des soins essentiels. Les écoles étaient fermées, le parascolaire, ça n'existait plus. Donc, les familles se sont retrouvées très, très isolées et ont dû elles-mêmes assurer la réponse aux besoins de leurs enfants. Ça a créé un contexte assez unique. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à documenter, OK, mais ça va être quoi l'effet de cette situation-là sur le développement des enfants, sur la sécurité des enfants, sur la réponse aux besoins de ces enfants-là. Et il y a plusieurs études qui se sont mises en place au niveau mondial. Il y en a une grande qui s'est mise en place au Québec, qui était l'équipe d'études Mavipan, une étude dirigée par Annie Leblanc, où on s'est posé des questions sur plusieurs enjeux, mais spécifiquement pour les familles et les enfants, on s'est demandé, est-ce que nos familles, pendant la pandémie, étaient en mesure de répondre aux besoins des enfants? Et cette étude-là, donc, ça a été une étude qui a été faite en ligne, qui s'est déroulée, là, puis qui s'est déroulée pendant plusieurs périodes. Moi, j'ai eu la chance, avec des co-chercheurs, de me pencher sur la période du premier confinement et d'aller mesurer spécifiquement pendant ce premier confinement-là, qu'est-ce que les parents nous rapportaient dans la réponse qu'ils étaient en mesure d'offrir aux besoins des enfants, c'était quoi leurs défis, puis de comparer ensuite, est-ce que c'est plus difficile pour les enfants plus âgés, plus jeunes, est-ce que c'est plus difficile pour des parents plus favorisés, moins favorisés. Et cette étude-là nous a permis de recueillir des données auprès de 350 familles, des familles qui sont des familles qui étaient de la famille, qui étaient de niveau socio-démographique de la classe moyenne. Et c'est pour ça que depuis le début de la présentation, j'utilise comme image Charlie Brown. Parce que pour moi, la pandémie, c'est ce que ça l'a représenté. C'était une crise qui a affecté tout le monde et la grande majorité des gens se retrouvent dans cette classe moyenne-là, avec un revenu quand même adéquat, un niveau de scolarité plus élevé. La plupart des parents étaient en emploi à ce moment-là. Et donc, habituellement, on fait des études, puis on va cibler des familles plus vulnérables pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces familles-là, comment on peut les aider. Mais avec la pandémie, on avait une situation qui touchait l'ensemble des familles. Puis, l'étude Mavipan nous a permis de rejoindre des familles de la classe moyenne pour aller voir, bien, est-ce que même eux, qui ont des conditions plutôt favorables, est-ce que même eux, ça a affecté la réponse qu'ils pouvaient offrir aux enfants? Et quand on a fait notre étude sur la pandémie, on a utilisé un outil de mesure qu'on utilise au Québec depuis 2012 pour aller recueillir le niveau de négligence dans la population. Donc, c'est un outil qui est assez général, qui pose des questions sur les soins de base. Donc, des questions comme est-ce qu'un adulte s'est occupé des soins de santé de l'enfant lorsque c'était nécessaire? Des questions sur la supervision. Est-ce qu'un adulte s'est assuré que l'enfant ne se livre pas à des comportements dangereux ou à risque? Puis des questions qui portent sur la réponse cognitive ou affective. Donc, est-ce qu'un adulte a témoigné de l'intérêt pour les activités ou les passe-temps de l'enfant? Donc, des questions qui sont assez générales puis qui nous permettent d'aller voir au niveau populationnel où est-ce qu'on se trouve sur le continuum de la réponse optimale jusqu'à la négligence. Les résultats qu'on a trouvés pendant la pandémie nous ont montré que les parents s'inquiétaient surtout pour les enfants plus vieux. Les parents nous ont dit: «Ah, les 0-5 ans, c'est correct. Je suis à la maison, c'est difficile pour moi, ça me crée beaucoup de stress, mais je suis capable de répondre à ses besoins.» Les enfants du primaire, les parents ont fait comme: «Ouais, c'est un peu plus difficile de répondre à tous les besoins puis de m'assurer que c'est complet comme réponse.» Puis les parents d'enfants de niveau secondaire ont fait comme: «Hi, je suis pas certain que j'arrive à bien répondre aux besoins de mon enfant.» Et l'hypothèse qu'on a émise, ben, en fait, avant d'aller vers l'hypothèse qu'on a émise à ce moment-là, là, une des choses qui était frappante, c'est que ces données-là étaient contraires à ce qu'on trouve habituellement dans les études sur la négligence.
habituellement, les études, même les études populationnelles, même celles menées au Québec nous montrent que l'âge n'est pas un prédicteur de la réponse aux besoins des parents. Ça n'a pas rapport habituellement. Puis, dans les quelques études où l'âge est un prédicteur, habituellement, les parents nous disent « Oh, c'est plus difficile de répondre aux besoins d'un petit que de répondre aux besoins d'un plus grand. » Généralement, les parents vont dire ben, « Le plus grand, il est plus autonome, il se débrouille. » Mais pendant la pandémie, ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit « Je m'inquiète plus pour mon plus vieux que pour mon plus jeune. » Et l'hypothèse qu'on a émise, c'est que les plus vieux utilisent davantage les services en dehors de la famille. Les plus vieux vont aller eux-mêmes à leur pratique de soccer. Les plus vieux vont avoir un réseau d'amis sur lequel ils peuvent compter. Les plus vieux vont être en mesure de sortir davantage du milieu familial pour aller chercher une réponse à certains de leurs besoins. Puis, avec la pandémie, tous ces environnements-là, autres que familiaux, ont été coupés. Et donc, les parents se sont ramassés avec comme une surcharge de besoins auxquels ils sont moins habitués de répondre parce qu'ils ont délégué cette réponse-là à d'autres univers. Contrairement aux 0-5 ans, où le parent a l'impression qu'il est encore très, très principal dans la réponse aux besoins des enfants. Donc, arrive une pandémie, le parent fait « bien, je n'ai pas le choix, je vais juste faire plus de ce que je fais déjà. » Alors, c'est un peu ça qu'on a vu avec les résultats de la pandémie. Ces résultats-là, c'était un message important. Et c'est un message qui a été diffusé via plusieurs médiums. Nous, on a publié un article scientifique qui rapportait ces données-là, mais on n'est pas les seuls à avoir publié un article scientifique. Là, si vous faites un petit tour puis vous écrivez article scientifique, pandémie, enfants, il y a une panoplie d'articles scientifiques qui sont sortis à ce moment-là pour documenter à travers le monde les effets de la pandémie sur les enfants. Au-delà des articles scientifiques, les journaux en ont parlé. Radio-Canada, les médias plus populationnels, plus grand public, ont parlé de l'inquiétude que ça posait de cette situation-là de la pandémie pour le développement des enfants. Fait qu'il y a eu des publications sur Radio-Canada, il y en a eu dans Le Devoir, il y en a eu dans le Journal de Montréal, il y en a eu dans la presse. Puis, il y a aussi des institutions parapubliques qui ont publié des rapports importants, comme l'INSPQ, qui a documenté, fait une recension des impacts de la pandémie sur le développement des enfants de 2 à 12 ans. L'UNICEF en a fait une aussi. Donc, ce message-là de à quel point cette situation-là où on coupe les enfants, on isole les enfants dans leur famille, ça devient quelque chose qui est difficile, bien, on a vu que ça a été diffusé à travers plusieurs médiums, on en a parlé. Enfin, on en a tellement parlé que peut-être que même ce midi, vous êtes déjà tanné de m'entendre en parler en faisant comme « Oui, oui, c'est correct, la pandémie, on le sait. » Ça a été un message diffusé. On ne peut pas se cacher en disant « Ah, mon Dieu, je ne savais pas que la pandémie, ça avait eu un effet sur les enfants. » Ça a été largement diffusé. On pourrait se dire peut-être que ça a été largement diffusé, mais peut-être qu'on s'est inquiété pour rien. Peut-être qu'en fait, c'était pas si pire que ça, puis que nos enfants s'en sortent quand même bien. Alors, je vous ai fait ici, bien, je étant, moi, avec mes 2 assistantes de recherche, Mariana et Myriam, on vous a fait une petite recension de c'est quoi les conséquences de la pandémie sur le développement des enfants, ce qu'on connaît à ce jour. Ça fait pas très longtemps, la pandémie, là, ça s'est vraiment terminé en 2022, on est en 2024. Donc, les études commencent à émerger sur les conséquences que ça a quand on coupe un enfant des univers qui l'entourent. Puis, il y a déjà des conséquences importantes qu'on peut voir. Puis, je vous les ai mises en 3 colonnes, les conséquences, parce que c'est 3 catégories différentes. La première colonne, c'est tout ce qui touche la maltraitance, dont la négligence. Donc, on a vu, avec la pandémie, davantage de maltraitance durant les périodes de quarantaine. Donc, quand on isole les familles, les enfants sont plus à risque de violence dans leur famille, plus à risque de négligence. Les parents ont rapporté pendant les périodes de quarantaine avoir davantage eu recours à la force pour discipliner leur enfant, donc davantage avoir frappé leur enfant, par exemple.
il y a eu, pendant les périodes de pandémie, de confinement, une diminution des signalements à la DPJ, mais suivie d'une augmentation de ces signalements-là. Donc, ce n'est pas qu'il y a eu moins de maltraitance, mais c'est que pendant cette période-là, les enfants n'étaient pas vus. Donc, pendant les périodes où on ferme les établissements autour de l'enfant, il n'y a plus personne pour les voir. Il y a une diminution de signalement. Mais dès qu'on réouvre, là, les enfants sont à nouveau signalés, puis en grand rattrapage, si vous voulez. Et on a aussi documenté qu'il y a eu plus d'enfants exposés à de la violence conjugale pendant la période de la pandémie. La deuxième colonne, ce sont les conséquences physiques sur le développement des enfants. Donc, depuis la pandémie, on a vu chez nos enfants une augmentation des taux d'obésité. Et c'est il y a beaucoup d'auteurs qui l'associent au fait que nos enfants ont passé beaucoup de temps assis devant les écrans avec moins d'activité parascolaire, elles ont moins bougé, donc ce serait en lien avec ça, en lien avec les points qui viennent, donc diminution de l'activité physique, augmentation de la sédentarité, augmentation du temps d'écran. On a vu avec la pandémie une augmentation du nombre d'heures de sommeil, ce qui est habituellement une bonne chose, mais c'est associé à une diminution de la qualité du sommeil, qui est possiblement dû au fait que les routines sont chamboulées. Donc, les enfants n'ont plus de routine. Et donc, ils se couchent n'importe quand, ils se lèvent n'importe quand, ils dorment plus, mais la qualité du sommeil, elle est moins bonne. Puis, on a vu aussi une augmentation de la myopie. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi le rapport, la myopie, c'est beaucoup associé au fait que les enfants ne regardent pas au loin. Donc, plus un enfant joue dehors, moins il est à risque de myopie. Puis là, je vois déjà des gens à l'écran qui regardent dehors. C'est très bon pour vous. À faire fréquemment, paraît-il, quand on travaille devant des ordinateurs. Et c'est la même chose pour nos enfants. Donc, nos enfants qui n'ont pas pu le faire, ça fait augmenter les taux de myopie. Dernière colonne, c'est les conséquences psychologiques pour nos enfants. Donc, on a vu chez nos enfants, depuis la pandémie, une augmentation de l'anxiété, de la dépression, de l'irritabilité, de l'inattention et des déclins dans les habiletés de lecture et de mathématiques. Est-ce que tout ça, c'est permanent? Est-ce que tout ça, c'est temporaire? Il est un peu trop tôt pour le dire. Les prochaines années, quand on va continuer de suivre ces enfants-là, nous le dirons. Mais en attendant, même si c'est temporaire, c'est quand même pas tellement cool d'avoir autant de conséquences que ça. Sachant tout ça, sachant que c'est documenté, sachant qu'on en a parlé dans les médias, on comprendrait que pour une chercheure comme moi, ça a été un petit peu un choc, la fermeture des écoles en lien avec les négociations pour les conventions collectives qu'on a vécues en novembre 2023. Et là, je vais tout de suite faire un petit préambule, là, juste pour m'assurer. Je comprends tout à fait que les enseignantes ont besoin et les enseignants ont besoin de négocier leurs conditions de travail. Et je comprends tout à fait qu'ils ont besoin d'avoir d'excellentes conditions de travail. Ce sont eux qui passent une grande proportion de temps avec ce qu'on a de plus précieux. Alors, ce n'est pas, tout mon discours, là, ce n'est pas une accusation envers les gens qui essaient d'avoir des meilleures conditions de travail. C'est plus une réflexion sociétale sur on peut-tu gérer ça autrement? Parce que quand on vient de passer une pandémie, qu'on connaît les conséquences que ça peut avoir sur les enfants, c'est comme surprenant de voir ces mêmes enfants-là qui sont encore dans le milieu scolaire être retirés de façon non planifiée de l'école pour une période quand même assez longue. Et donc, avec la période associée à la grève, les écoles ont été fermées. Certaines n'ont pas été fermées du tout, entre autres les écoles privées qui n'ont pas vécu de fermeture. D'autres écoles, celles associées à ce qui était le Front commun, ont eu 11 jours de fermeture d'école. Et celles qui étaient avec la FAE, les enfants ont vécu 22 jours de fermeture d'école en continu. Puis c'est des jours ouvrables. Avec l'ajout de la période des fêtes, ça veut donc dire qu'il y a des enfants qui ont quitté l'école le 11 novembre et qu'on a ensuite revu seulement que le 9 janvier en milieu scolaire. La période des fêtes, c'est une période planifiée.
les parents savent qu'à partir du 23 décembre, il va falloir faire quelque chose avec les enfants. Mais il y a peu de parents qui sont prêts ou qui étaient prêts à s'occuper de leur enfant à partir du 21 novembre. Donc, la période du 21 novembre au 23 décembre, c'est la période qui est plus la période difficile pour les parents parce que tout à coup, on ferme un réseau, mais on n'offre pas d'alternative. Et donc, cette situation-là, la voyant s'étirer, ça m'a beaucoup fâchée. Je dois aussi vous avouer que j'ai des enfants et que mon plus jeune est encore au secondaire et que donc, je me suis sentie interpellée à titre de chercheur, mais aussi à titre de parent, en me disant, mais voyons, on ne peut pas leur faire vivre ça encore, on ne peut pas. Et que voulez-vous qu'on fasse comme parents quand on a nos beaux enfants tout à coup à la maison, puis qu'on a du travail, puis qu'on... Donc, comment ça se fait que comme société, on ne se mobilise pas pour offrir quelque chose de mieux à nos enfants? Alors, j'ai comme transformé cette énergie-là qui me fâchait un peu en énergie de recherche. Je me suis dit que c'est ça que je sais faire, moi, de la recherche. Fait que aussi bien comme prendre cette énergie et me relancer dans une nouvelle étude. Ce que j'ai fait avec Mariana puis Myriam, mes deux assistantes de recherche, c'est qu'on a repris le même questionnaire qu'on avait utilisé pendant la grève. Et on l'a transformé, on l'a remis en ligne, en fait. Puis, on l'a diffusé sur les médias sociaux en demandant aux parents, pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à nouveau à ces questions-là pour qu'on puisse voir, est-ce que de fermer juste les écoles, ça a le même effet que quand on ferme tous les environnements que la famille utilise, là, comme en temps de pandémie, où là, on avait fermé aussi les organismes communautaires, les activités plus parascolaires. Est-ce que ça se compare d'avoir ces deux types de fermetures-là? Dans les deux cas, on se ramasse avec une fermeture non planifiée, puis la famille devient le principal porteur de la réponse aux besoins des enfants. On a eu la chance d'avoir 275 parents qui ont répondu à notre sondage durant la période des fêtes pour documenter à quel point ils avaient été en mesure d'assurer la réponse aux besoins de leur enfant pendant cette période-là, qui est la période là, du 21 novembre au 23 décembre, où les écoles ont été fermées. Et voici ce que ça donne comme résultat. Premier, euh, première sphère qu'on a documentée, c'est les besoins affectifs et cognitifs. Les parents qui ont vécu un arrêt, surtout ceux qui ont vécu l'arrêt pendant une période de 22 jours, nous ont rapporté s'être inquiétés davantage pour les enfants que les parents qui ont vécu une grève de 11 jours et ils se sont inquiétés beaucoup plus que durant la pandémie. Ces résultats-là sont significativement différents. Et généralement, là, avec ces échelles-là, on obtient des scores très élevés. Avez-vous été en mesure de vous intéresser aux activités de votre enfant? Les parents, généralement, ils disent oui. Donc, on a des scores toujours très élevés. Et ici, ce qu'on voit, là, le 16,8 puis le 15,5 pour les enfants primaires et les enfants de secondaire, c'est des scores très bas. On voit rarement dans nos études populationnelles. Pendant la période de grève, les parents nous ont dit « Hey, j'ai pas pu faire des petites activités avec lui, j'ai pas pu m'assurer qu'il allait bien, j'ai pas pu... » Ils se sont inquiétés du soutien qu'ils pouvaient donner au niveau affectif puis au niveau cognitif. Il y avait une question sur est-ce que vous avez pu faire de la lecture avec votre enfant pendant cette période-là? Puis les parents ont fait comme non. On n'a pas pu se mobiliser pour faire ça. Quand on regarde ensuite l'autre besoin qui a pas été, ou en fait qui a été difficilement répondu dans plusieurs familles, c'est le besoin de supervision. Si vous regardez au primaire, on a demandé aux parents, est-ce que c'est arrivé que votre enfant soit sans surveillance alors qu'un adulte aurait dû le surveiller? Les parents qui ont eu 11 jours de grève ont fait comme parfois, mais pas très souvent. Alors que les parents dont les enfants ont été en grève 22 jours ont fait comme ouais, c'est parfois arrivé. Puis au secondaire, quand on leur a demandé est-ce qu'un adulte de la maison s'est assuré que son enfant ne soit pas exposé à des conduites qui nuisent à sa sécurité?
Avec 11 jours de grève, les parents nous disent oui, on s'est assuré qu'ils ne soient pas exposés à des conduites de sécurité. Alors qu'avec 22 jours de grève, les parents commencent à nous dire non, là, je n'ai pas pu m'assurer qu'ils ne soient jamais exposés à des conduites qui nuisent à sa sécurité. Ce que ça nous fait dire, ça, c'est que l'école, c'est beaucoup plus que des maths. Et pendant la période là, des fêtes, j'ai eu la chance d'interagir avec différents médias, avec Radio-Canada, entre autres, pour le téléjournal, puis certains journaux locaux. Et une des questions que les gens me posaient, c'était là, pensez-vous que ça va être grave là, pour l'apprentissage des enfants? Et ma réponse, c'était toujours comme je ne le sais pas parce que je ne suis pas en éducation, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est pas l'école, c'est pas juste pour leur apprendre le français et les maths, là. L'école, c'est un réseau beaucoup plus large. Puis nous, les données qu'on a, ça nous dit que les enfants sont à risque, pas juste de ne pas apprendre le français, sont à risque de ne pas être surveillés, de ne pas avoir d'encouragement, de ne pas être stimulés. Donc, il y a une réponse beaucoup plus large qui n'a pas pu être donnée durant cette période-là. Et on a documenté, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient nos enfants pendant cette période-là quand ils étaient à la maison. L'une des choses que nos enfants ont fait beaucoup à la maison pendant les périodes où il y avait la grève, c'est qu'ils ont fait beaucoup de temps d'écran. Et là, vous avez ici les données pour les enfants du primaire. Les recommandations là, pour le temps d'écran pour un enfant du primaire, c'est 2 heures par jour. Je suis une maman de 3 beaux enfants. C'est sûr que nos enfants passent souvent plus que 2 heures par jour devant un écran. Mais pendant les journées de grève, il y a 25 des enfants du primaire qui ont passé 5 heures ou plus devant leur écran. C'est donc dire que ces enfants-là, s'ils ne sont pas à l'école, puis que pendant ce temps-là, les parents travaillent, bien, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Bien, pas grand-chose à part être sur leur tablette. Et ce nombre d'heures-là, bien, il augmente pour nos adolescents. Alors qu'on pourrait penser que nos adolescents, ils sont libres, ils peuvent sortir, ils peuvent en profiter pour aller voir des amis. Ce n'est pas ce qu'ils font dans les faits. Dans les faits, il y a 32 des enfants qui, pendant les journées de grève, ont passé 7 heures ou plus devant un écran. Puis là-dessus, il y a 13 des enfants qui ont passé 9 heures ou plus devant leur écran. Et je ne sais pas si c'est un changement depuis la pandémie, mais ce que ça nous dit, c'est que les enfants ont plus le réflexe de sortir pour aller au parc rejoindre leurs amis, même s'ils pourraient, parce que c'est des enfants, ici on parle d'enfants de 13, 14, 15 ans. Donc, ils pourraient en principe prendre leur vélo pour aller voir leurs amis. En novembre, on ne prend plus tellement notre vélo au Québec, remarquez, mais ils auraient pu sortir. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient avec leur téléphone, puis ils passent leur journée sur leur téléphone. Et là encore, on pourrait se dire, ouais, bien, c'est ça la nouvelle génération, c'est peut-être pas si grave de passer son temps sur des écrans. Si ça arrive comme ça, une fois de temps en temps, c'est une période d'1 mois, c'est peut-être pas si grave. Fait que je vous ai ressorti ce que j'utilise dans mes cours quand on parle des écrans, quand on parle dans mon cours de développement de l'enfant, juste pour comme se rafraîchir la mémoire sur ça fait quoi passer trop de temps sur un écran. Ce que vous avez là à l'écran, c'est les directives canadiennes en matière du mouvement pour les 5 à 17 ans. On recommande qu'un enfant ne passe pas plus que 2 heures par jour sur son téléphone, qu'il bouge des activités modérées à intenses de plus que 60 minutes par jour. Puis, on parle d'activités où on va suivre sur les directives canadiennes. Donc, bouger assez pour transpirer. Puis, pour le sommeil, bien, on dit bien, pour les 5 à 13 ans, 9 à 11 heures de sommeil par jour, par nuit plutôt. Puis les 14-17 ans, 8 à 10 heures. Dans les faits, ça, c'est une étude pré-pandémique réalisée en Ontario. Il y a à peu près 40 des enfants qui ne respectent aucune de ces recommandations-là. Puis là, vous pouvez voir, ça se décline. Là. Il y a, juste si on prend pour le temps d'écran seulement, il y a à peu près là, 15 des enfants globalement qui respectent là, le moins que 2 heures par jour. Puis pour l'activité physique, c'est en bas de 10 des enfants
qui vont avoir 60 minutes par jour d'activité modérée à intense. OK. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enfants déjà à la base qui respectent ça. Ça fait quoi de ne pas respecter ça? Bien, il y a des études qui nous montrent que quand les enfants passent trop de temps sur leur écran, ça vient diminuer les interactions sociales qu'ils ont avec les autres, ça diminue les activités physiques, ça diminue leur temps de sommeil. Et ça, c'est relié à des conséquences sur leur développement psychologique. Et il y a une merveilleuse étude que j'aime beaucoup de Oswald qui a été faite où on a recensé plein d'études qui comparent ce qu'ils appellent le screen time, le temps d'écran, versus le green time, le temps vert, le temps où on passe à l'extérieur, où on joue. Et ils ont ramassé des immenses cohortes d'enfants pour comparer qu'est-ce que ça fait un enfant qui bouge plus qu'un autre, en fait, puis un enfant qui est plus sur son écran qu'un autre. Bien, chez les enfants qui passent plus de temps sur leur écran, comparativement à ceux qui respectent plus ces balises-là, bien, on peut voir chez les 0-5 ans, on a des difficultés au niveau du développement cognitif, du contrôle de soi, du langage, de l'agressivité, moins de prosocialité, plus de difficultés de comportement. Chez les enfants d'âge scolaire, on a plus de problèmes de santé mentale, de dépression, plus de problèmes de comportement, plus de problèmes émotionnels. Puis pour la santé physique, on a plus de problèmes de sommeil, puis plus de somatisation. Les enfants qui ont toujours, ils rapportent toujours un bobo qu'on ne trouve pas. Puis chez nos enfants plus vieux, les ados, bien, c'est associé à davantage de problèmes de santé mentale, de dépression, d'anxiété, de problèmes extériorisés, de problèmes externalisés et de problèmes de santé en général. Et tout ça, là, je vous le mets juste pour qu'on se remette en tête que ça ici, c'est pas une bonne nouvelle. Que nos enfants, pendant 22 jours, aient passé chez les ados de 7 heures ou plus par jour sur leur écran, par jour, sur leur écran pendant 22 jours, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis chez nos plus petits, que ce soit 25 d'entre eux qui aient passé 5 heures ou plus sur leur écran par jour, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, mon message, finalement, c'est que l'école, c'est pas juste un lieu de scolarisation. L'école, ça représente un réseau de bienveillance, un réseau de surveillance et un réseau de socialisation qui est important. Et quand on coupe l'accès à l'école, on coupe l'accès à tout ça et c'est remplacé par des activités de moins grande qualité. En milieu scolaire, quand nos enfants sont là, les besoins affectifs et cognitifs sont répondus grâce à l'exposition des enfants à un réseau d'adultes qui contribuent, d'adultes et d'enfants qui contribuent à leur développement social, à l'apprentissage de la gestion des émotions, au développement langagier et cognitif. Pour plusieurs de ces enfants-là, si on coupe l'école, ce temps-là, c'est remplacé par du temps d'écran. Et ça soulève des inquiétudes considérant les dommages importants d'une trop grande exposition aux écrans pour la santé autant psychologique que physique des enfants. Et autant la pandémie que là, la dernière grève nous apprennent et nous réapprennent que la famille ne peut pas, elle seule, répondre à ces sphères-là des besoins affectifs et cognitifs. On n'a pas bâti nos sociétés comme ça, pour que ce soit la famille qui réponde à l'ensemble de ces besoins-là. C'est pas comme ça que le modèle écologique s'est construit. Ça fait longtemps qu'on comprend qu'un enfant, ça doit être entouré de beaucoup plus que sa famille. Et donc, il faut que tous ces milieux-là demeurent accessibles pour que ça puisse se passer. Au niveau du volet sécurité et surveillance, on sait que l'école contribue à la protection des enfants. Au Québec, là, c'est plus de la moitié des cas de maltraitance qui sont signalés par des réseaux qui sont autres que des réseaux familiaux ou les amis ou la famille élargie, là. La moitié des signalements, ça va provenir du milieu scolaire et du milieu communautaire. Quand on ferme ces milieux-là, bien, on ferme les signalements. Et juste avec la grève, on a vu que les établissements qui ont été fermés pour la grève pendant les 22 jours,
il y a eu dans les régions qui étaient dans ces régions-là, là, on a vu une diminution des signalements qui allait de 24 à 38 juste pour le mois de fin novembre à fin décembre. Donc, dès qu'on ferme l'école, on diminue le nombre de signalements se met à diminuer. Et ce serait faux de penser que c'est parce que nos enfants vont mieux puis que la maltraitance a disparu. C'est juste que pendant cette période-là, les enfants ne sont pas vus. On ne les voit pas, donc on ne peut pas s'inquiéter pour eux et donc on ne peut pas faire des démarches pour s'assurer que ces enfants-là grandissent en sécurité. Et l'école contribue aussi aux soins de base. Là, je ne l'ai pas mis dans cette présentation-là parce que j'ai pris tous les enfants de la classe moyenne. Dès qu'on défait l'échantillon et qu'on va chercher les enfants de milieux plus vulnérables, les parents nous rapportent avoir eu plus de difficultés avec la nourriture, s'assurer que les enfants mangeaient suffisamment. Et ça, bien, ça vient nous rappeler qu'au Québec, là, il y a 80 000 déjeuners qui sont servis à chaque matin aux enfants en milieu scolaire. Quand on ferme l'école de manière non planifiée, ben, c'est des enfants qui ne mangent pas. Il y a des écoles qui fournissent et le déjeuner et le dîner à certains enfants. Ces enfants-là, si on ferme l'école sans planifier une relève, ce sont des enfants qui ont faim à ce moment-là. Et donc, c'est primordial de considérer la fermeture des établissements scolaires à la lumière des lacunes que ça entraîne pour la réponse aux besoins des enfants. Et si on ne fait pas ça, on est à risque de contribuer à créer ce qu'on appelle une négligence sociétale envers les enfants. Ce ne sont pas à ce moment-là les parents qui sont négligents. Les parents continuent de faire leur rôle de parents avec les autres responsabilités qu'ils ont dans leur vie. C'est nous, comme société, qui devenons responsables de négligence. Parce qu'on coupe des milieux, on coupe des réponses aux besoins des enfants et on ne planifie pas un remplacement de ces réponses. Et si, parmi vous, il y a quelqu'un de plus fort que moi pour porter ce message-là, ça me ferait très plaisir. Parce que je dois vous avouer qu'après avoir fait cette étude-là, j'ai eu l'opportunité de faire des entrevues que j'ai faites. J'ai écrit aux journaux, j'ai écrit au ministre Drainville, j'ai écrit, Seigneur, à qui je pouvais écrire avec les résultats de notre étude très préliminaire en me disant il faudrait que l'école, ça soit considéré comme un service essentiel. On ne peut pas fermer l'école n'importe quand. Là. On a les évidences qui nous montrent que c'est important que ça reste ouvert. Et ben, malheureusement, je dirais qu'on n'a pas encore énormément d'écho au Québec pour ce message-là. Il n'est pas encore porté par des voix très fortes pour s'assurer que ça va de l'avant comme message. Et malgré la pandémie qu'on a vécue, malgré la grève qu'on vient de vivre, je continue d'avoir peur qu'il y ait une autre instabilité qui arrive pour plein de raisons justifiées, mais que la réponse qu'on ait au niveau social, ce soit ben, on va fermer les écoles. Et je pense qu'on a suffisamment de données maintenant pour montrer que c'est la dernière des bonnes idées. C'est la plus mauvaise idée qu'on peut avoir, en tout cas à la lumière des données qu'on a jusqu'à présent. Et donc, cette recherche-là, je ne l'ai pas menée toute seule, je l'ai menée grâce à la participation d'assistantes de recherche qui ont mangé une partie de leurs vacances de Noël pour moi et avec moi pour mettre en place cette étude-là, s'assurer de la diffuser, s'assurer d'avoir rapidement des résultats pour avoir un message fort qu'on pourrait envoyer. Alors, je tiens à remercier du fond du cœur Myriam et Mariana qui m'ont accompagnée dans cette aventure-là. Merci aux gens qui ont pris le temps aussi de remplir le sondage pendant leurs vacances de Noël pour nous dire qu'est-ce que ça représentait, cette fermeture-là des établissements scolaires. Il faut que je dise un merci spécial aussi au comité d'éthique de l'UQO qui était super content le 22 décembre quand je leur ai envoyé ma demande éthique en leur demandant de l'approuver pour le lendemain matin avant leurs vacances, mais qui, malgré ça, ont fait des miracles pour s'assurer que cette étude-là soit possible puis qu'on puisse documenter
cet événement-là qui était la pandémie. Et pour terminer, là, j'ai fait, avec Myriam et Mariana, on a fait nos super zélés. Étant donné que ce message-là, j'ai l'impression qu'il manque d'appui, il manque de force, puis je n'arrive pas tout à fait à comprendre pourquoi, je vous ai mis 3 pages de références, qui sont les références que j'ai utilisées pour appuyer le fait que oui, la pandémie, ça a été critique, oui, les écrans, c'est pas une bonne idée, oui, on a documenté beaucoup de ces aspects-là qu'on continue de mentionner. Donc, libre à vous d'aller piger dans cette liste-là de références là, si vous avez besoin d'appui pour vendre avec moi ce message-là qui, je crois, est très important.